la question de savoir si la science-fiction, les histoires de science-fiction étaient ou étaient toujours une expérience de pensée scientifique. Alors pour ça, on a un panel restreint, mais qui nous présente tout de suite. Donc nous avons... est-ce que j'ai besoin de micro? Est-ce que vous m'entendez? Non, ah si, c'est pour la vidéo. Ok. Donc micro pour l'enregistrement audio. Un panel de 4 personnes. Il y a Sylvie Denis qui va nous rejoindre incessamment, qui est essentiellement une nouvelliste et une romancière de science-fiction. Richard Taillet. J'allais dire je disais qu'on avait un panel restreint. Ils ne sont que 4. Ils ont chacun au moins deux ou trois casquettes. Donc les débats peuvent être assez riches. Richard Taillet, donc, qui est physicien, astrophysicien plus précisément, spécialiste en particulier de matière noire. Il fait sa recherche et il enseigne à Chambéry, à l'université de Savoie. Et c'est aussi par ailleurs un grand animateur de la vulgarisation scientifique par des blogs, par des vidéos, par toutes sortes de moyens modernes. À côté de lui, Jean-Luc Gautereau, qui est le régional de l'étape. Alors Jean-Luc est aussi beaucoup de choses, c'est un spécialiste de science-fiction bien sûr, il a écrit de nombreux articles sur la science-fiction et en particulier sur les aspects politiques de la science-fiction. C'est aussi un enseignant-chercheur, spécialiste de philosophie des sciences et en particulier des aspects politiques et sociaux de la science. Alors, il ne veut pas qu'on le dise, mais c'est aussi où c'était dans une vie antérieure, un agrégé de mathématiques, un docteur en physique, enfin il a un spectre de compétences assez impressionnant, pour le plaisir de le faire rougir. À côté de lui, donc, Sylvie Lenné, qui est aussi quelqu'un d'un spectre extrêmement étroit. Sylvie est professeure de sciences de l'information. Je me fais gronder régulièrement quand je dis qu'elle est professeure de sciences de l'information et de la communication. Donc, spécialiste en particulier de tout ce qui relève d'intelligence artificielle, d'indexation de textes automatiques, qui enseigne à l'université de Lyon. C'est aussi un écrivain, nouvelliste plus particulièrement. Je ne crois pas que tu aies encore écrit de romans, mais ça fait 20 ou 25 ans maintenant qu'elle écrit des tas de très jolies nouvelles qui accumulent les prix. Je crois que tu as trois prix Rognier, je crois. Son dernier recueil, l'opéra de Chaya, qui vient de sortir, a déjà bien commencé la saison des prix en ayant le prix Bob Moran, je crois. Donc, à la fois spécialiste d'intelligence artificielle et écrivain. Et donc Sylvie Denis qui va nous rejoindre dans un instant. Donc science et fiction, donc, expérience de pensée, est-ce que ce sont des choses avec lesquelles vous êtes... Est-ce que la notion même d'expérience de pensée vous est complètement familière ou est-ce que ça mérite quelques rappels, hein? Un petit rappel peut-être? Alors, un point de vue de scientifique, je donnerai la parole ensuite à Jean-Luc pour élargir un petit peu les choses. Mais les expériences de pensée, c'est vraiment un outil de base de la science depuis un siècle maintenant. C'est un mot qu'on associe souvent au physicien allemand Ernst Mach. Alors, quand on est pédant, on parle plutôt de Gedanken Experiment, pour dire ça en allemand ou en latino-allemand. C'est quelque chose qui est très varié, c'est un outil qui peut servir à beaucoup de choses. Pour Marx, c'est avant tout à la base même de la méthode scientifique. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre une expérience scientifique, puisque c'est ça qu'on va parler, une expérience scientifique et une simple observation de hasard, c'est en quelque sorte la préméditation. Si vous amusez à relier 3 câbles sur une expérience quelconque ou à regarder autour de vous et à voir par hasard quelque chose qui vous amuse, vous êtes un esprit curieux, vous faites une observation qui peut être utile, mais vous n'êtes pas dans la démarche scientifique. Si on parle d'expérience scientifique, ça veut dire qu'il faut avoir pensé à l'avance votre expérience, imaginer tout ce qui pouvait s'y passer, identifier tous les paramètres pertinents, ce qui vous permet évidemment de prévoir tous les instruments de mesure qu'il va falloir, et d'observer tout ce qu'il est utile d'observer. Et cette phase préliminaire de l'expérience scientifique, c'est ce que Mach appelle une expérience de pensée. Vous faites votre expérience en esprit avant de la faire réellement. Je dirais que c'est à la fois quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est à la base même de la méthode expérimentale et de la démarche scientifique. C'est aussi probablement ce qui est le moins intéressant pour nous aujourd'hui dans la mesure où c'est quelque chose qui est relativement bien balisé et que les scientifiques n'ont pas véritablement besoin de la science-fiction pour faire ce type d'expérience de pensée. Il y a plusieurs autres types d'expériences de pensée, en particulier deux qui me semblent pertinents aujourd'hui.
Il y a des expériences de pensée qui traitent d'expériences qu'on n'est pas capable de faire en physique. Préméditer une expérience, c'est bien beau, ça serait bien de faire les choses comme ci et comme ça, de mettre tel ou tel appareil de mesure. Si on considère des expériences qui sont extrêmement éloignées de ce qu'on est capable de faire, si on décide de jouer avec la matière noire comme le fait Richard, ça devient beaucoup plus compliqué de demander un budget de quelques milliards d'euros pour se faire amener un peu de matière noire en laboratoire et faire l'expérience qu'on veut. Donc on est bien obligé de faire appel à d'autres techniques que les techniques expérimentales, faire appel à des modèles, se représenter la réalité par des moyens mathématiques, par toutes sortes de techniques, et par l'imagination. Et donc on essaye de faire en imagination, aussi rigoureusement que possible, les expériences qu'on aimerait bien pouvoir faire. Donc c'est l'une des exceptions fréquentes du terme d'expérience de pensée. Bien sûr, on est là aux marges de la science et de la fiction. Si on parle de spéculation scientifique, si on parle d'expériences qu'on ne fait pas réellement, on est dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire scientifique dans la mesure où on applique la méthode scientifique, la démarche scientifique dans toute sa rigueur et qu'on est aussi sérieux qu'on peut dans cette expérience de pensée. On sent bien que si on pousse le jeu un peu loin et plus on va flirter avec des choses éloigné de ce qu'on connaît, si on s'éloigne de ses bases, plus on va s'aventurer loin des choses qui ont une base expérimentale, plus on va se rapprocher de spéculations qui ressemblent à de la science-fiction. Il y a entre les deux une frontière ou une absence de frontière. On ne sait pas. Enfin, on discutera, j'espère, du fait qu'il y a ou non une solution de continuité entre la science et la fiction de ce point de vue-là. Mais les expériences de pensée, c'est aussi les spéculations sur ce que donneraient les expériences qu'on aimerait bien faire et qu'on n'est pas capable de faire. Et il y a un troisième type d'expérience de pensée qu'on retrouve assez couramment en science. Ce sont des expériences de pensée qui sont liées à notre incapacité à dire les choses. Il arrive régulièrement, et en particulier ça arrive couramment en physique moderne, qu'on sache à peu près bien décrire les choses d'un point de vue mathématique. Je pense en particulier, vous avez probablement tous entendu parler de physique quantique, qui est l'une des grandes révolutions physiques du XXe siècle. Dans les années 20, des physiciens comme Niels Bohr, comme Werner Heisenberg, avaient développé tout un formalisme mathématique pour décrire le monde microphysique, et essentiellement disaient à qui voulait l'entendre que la seule façon d'en parler, c'était leur outil mathématique. En d'autres termes, si vous n'avez pas fait 5 ou 10 ans de maths avant de venir réfléchir à la physique quantique, c'est même pas la peine de commencer, on ne veut pas parler avec vous. Alors c'est quelque chose qui était redoutablement efficace. La révolution quantique est basée sur le formalisme, a changé le monde en très très peu d'années. Quelques dizaines de personnes ont véritablement changé le monde. Toutes les technologies basées sur l'électronique, sur la miniaturisation, sur les très petites technologies ont une base quantique. C'est aussi quelque chose qui a un rapport à la réalité un petit peu particulier. Et il y a tout un tas de gens qui ont cherché à j'allais dire mettre en mots ces idées quantiques. Vous avez probablement tous entendu parler, par exemple, de l'expérience de pensée du chat Schrödinger. Ce malheureux chat qu'on enferme dans une boîte avec une bombe. La boîte est fermée, on n'a aucun moyen de regarder pour savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Certaines interprétations des équations de la mécanique quantique suggèrent que le chat n'est ni vivant ni mort, qu'il est dans un état un peu compliqué entre les deux, comme une superposition d'états, diraient les physiciens quantiques, et que ce genre de choses est indicible avec des mots simples. À partir de là, Schrödinger, qui était un très bon connaisseur de la physique quantique, sans être lui-même de ce petit groupe de physiciens d'Europe du Nord qui développait cette interprétation ultra-formaliste, essentiellement a proposé cette histoire du chat. Le simple fait de mettre un chat, le simple fait de parler non plus d'atomes et de choses très, très abstraites, mais d'un animal, mais d'une créature vivante avec laquelle on était capable de s'identifier, pour lequel on avait des mots, changeait complètement la donne. Et donc à partir de là, on s'est retrouvé avec la possibilité de réfléchir à ce qui se passait, à la nature de ce chat qui était vivant et mort à la fois, ou dans superposition de ces deux états, de façon assez différente de ce que ça donne du point de vue cognitif, que de réfléchir au même paradoxe en parlant d'un atome, dans la mesure où personne n'a jamais vu un atome, personne ne sait ce que ça peut donner, on n'est pas très très dérangé par le fait de ne pas savoir décrire un atome avec des mots. Quand on commence à parler d'un chat, c'est un peu plus, ça devient un peu plus scabreux et ça pose des questions un peu plus dérangeantes. Et ça permet de mettre le doigt sur
j'allais dire, les vrais problèmes, en l'occurrence qui sont des problèmes non pas physiques mais métaphysiques. La question de savoir si on peut effectivement parler de ces objets-là, parler du monde quantique avec des mots, si le langage naturel est recevable ou pas, si on ne peut parler effectivement de physique quantique qu'avec des équations, ou s'il y a un fond de réalité, un fond ontologique. Il y a un chat dans la boîte, le chat est vivant ou mort, parce qu'un chat c'est l'un ou c'est l'autre, et c'est pas les deux. Et ça, on a eu 50 ans de débat entre les physiciens, entre les tenants d'interprétation de Copenhague, qui parlaient de cette interprétation ultra-formaliste, et les réalistes comme Schrödinger, comme Einstein, qui eux essayaient de penser les choses. Et cette expérience de pensée très simple, donc en tout cas concevable par tout un chacun, permet non seulement de mettre des mots sur ces expériences, sur ces idées quantiques un peu compliquées, mais de mettre le doigt sur les véritables difficultés théoriques, mathématiques et philosophiques sous-jacentes. Donc c'est rôle un peu complexe de ces expériences de pensée qui sont là encore à la lisière de la science, de la spéculation scientifique, de la communication, de la réflexion sur la communicabilité, de tout un tas de choses. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais quand même demander à Jean-Luc ce qu'il en pense. Est-ce que d'abord, je n'ai pas dit trop de bêtises jusque-là? Et d'autre part, là j'étais sur un regard de sciences dures. Est-ce que ce genre de problématique, est-ce que ce genre d'argument se retrouve également dans les autres disciplines? Est-ce qu'on peut parler d'expériences de pensée en sciences humaines, en sciences sociales? Est-ce que les problématiques ressemblent à celles qu'on trouve en physique? Alors, premier point, tu n'as pas dit trop de bêtises. À ma connaissance, tu n'en as pas dit du tout même. Simplement, moi, dans tes trois types d'expériences de pensée, ce à quoi je pense vraiment quand j'entends l'expression expérience de pensée, c'est le deuxième type, c'est-à-dire l'expérience de pensée que l'on ne peut pas faire et que l'on se contente de penser. Même si parfois une expérience de pensée de ce type peut devenir une expérience de pensée du premier type. Je pense à l'expérience d'Einstein-Podolsky-Rosen, qui a été conçue comme une expérience qui n'imaginait pas que l'on pouvait réaliser. Mais il disait, il est manifeste que si on pouvait la faire, on obtiendrait tel résultat. Ça allait à l'appui de leur lecture de la mécanique quantique. Manque de chance quand un demi-siècle plus tard à peu près on est arrivé à la faire, ça a infirmé ce qu'il prédisait. Enfin, manque de chance, non, en même temps c'est très intéressant puisque justement on apprend finalement en science que lorsque les choses ne se passent pas comme on croyait naïvement qu'elles allaient se passer. Mais l'expérience de pensée que l'on peut faire et que l'on fait tout de suite, enfin la pensée de l'expérience avant de faire l'expérience, la Gedanken Experiment de Marr, ça me paraît tellement une nécessité pour toute expérimentation scientifique que ça ne me paraît pas véritablement nécessaire de l'appeler expérience de pensée, de lui donner un nom particulier. Il n'y a que dans une philosophie des sciences vraiment naïve, qui certes était celle de Bacon, qui par ailleurs avait des qualités, mais qui se situe au début pratiquement de la science contemporaine, quand cette science n'existe pas encore, qu'on peut imaginer qu'en faisant des expériences sans avoir aucune idée préconçue, sans savoir vraiment quelles questions on se pose, et même en évitant de trop se poser de questions, parce que ça pourrait biaiser notre regard, on va finir par apprendre quelque chose. Il me semble clair qu'il faut avoir une attente pour que le résultat de l'expérience puisse nous donner quelque chose. Le troisième type d'expérience, je n'y avais pas vraiment pensé jusqu'à maintenant comme une expérience. Enfin, l'exemple du chat de Schrödinger, il me semble, mais peut-être parce que je ne m'y connais pas assez en mécanique quantique, et là c'est toi qui pourras me corriger,
que typiquement c'est une expérience qui ne peut pas devenir scientifique, puisque tout se base sur le fait qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe dans la boîte quand le chat y est enfermé, qu'on apprend que ce qui se passe au moment où ça ouvre. Donc à partir du moment où on dispose d'un appareil, un dispositif expérimental pour savoir comment ça se passe avant, les conditions de l'expérience elles-mêmes sont niées. Donc oui, alors ceci dit, on peut parler d'expérience de pensée, mais ça manque vraiment de l'élément décisif qu'il me semble y avoir dans une véritable expérience scientifique. Alors qu'en est-il du domaine des sciences autres que les sciences dites dures, mais je n'aime pas trop ces expressions, disons en dehors du domaine des sciences de la nature? Donc le premier type d'expérience de pensée, celui qui pour moi n'en est pas un, il me semble tout aussi nécessaire. Enfin, de la même façon qu'un inductivisme naïf, on observe sans trop savoir ce qu'on cherche à observer, et puis on va en tirer des conclusions, ne peut rien apprendre dans le domaine des sciences de la nature. Je ne vois pas très bien comment il pourrait apprendre quelque chose dans le domaine des sciences de l'homme. Observer cet amphi pendant toute la durée de la conférence et tâcher d'en tirer une leçon sociologique, c'est tout aussi creux comme discours que quand Popper dit que pour montrer à ses étudiants qu'il faut avoir une vision guidée, il leur disait regardez par la fenêtre et tirez-en des conclusions scientifiques. Il faut vraiment avoir une idée de ce que l'on regarde, se poser des questions, donc faire une expérience dans le premier sens pour pouvoir vraiment faire de la science. L'expérience de pensée infaisable, je ne connais pas trop en fait les diverses sciences humaines. Alors, je suis persuadé, d'ailleurs là on touche peut-être le sujet de la table ronde vraiment. La science-fiction, me semble-t-il, peut nous aider à faire des expériences de pensée sociologique en ce sens-là. Imaginons une société qui serait organisée de telle ou telle façon et où se passe telle ou telle chose, et regardons comment elle se transforme, regardons comment elle évolue. Ça, typiquement, ça peut donner matière à un roman, à multitude de romans de science-fiction, et ça a donné matière à multitude de romans de science-fiction. Les philosophes, puisque je suis rattaché à un département de philosophie, pour le coup, eux sont très avides de ce type d'expérience de pensée. J'ai lu, mais je n'ai pas étudié ça, que se développait maintenant une philosophie expérimentale au sens propre, comme il peut y avoir de la science expérimentale. En tout cas, la tradition philosophique n'est pas véritablement expérimentale, sauf justement au niveau des expériences de pensée. On imagine ceci ou cela et on essaie d'en tirer des conséquences. Je prendrai encore un exemple dans le domaine de la science-fiction. Rorty dans L'homme spéculaire, très mauvais titre français à mon avis pour l'homme comme miroir de la nature, ce que donne la traduction directe du titre anglais. Imagine une planète où il y aurait des gens très semblables à nous, à ce détail près qu'ils auraient depuis très longtemps une très bonne conscience et une très bonne connaissance de leur appareil neurologique, et quand l'un d'entre nous dit j'ai mal au doigt, il dirait et il ressentirait ceci affecte mon neurone numéro tant à tel endroit de telle manière. Et c'est une expérience de pensée pour essayer de voir, Rorty pense que oui, s'il est possible de se passer de toute description en termes d'intériorité, en termes
termes d'état d'esprit pour avoir une description bien plus matérialiste, ou autre type d'expérience de pensée philosophique touchant aussi à la science-fiction. Mais là, j'ai oublié l'auteur. Peut-être que quelqu'un qui m'a lu, Eric, va pouvoir me le souffler, puisque je le sais en parlant dans un article qui est dans un numéro de revue qu'il a supervisé. Imaginons une planète complètement semblable à la nôtre, sauf que la composition chimique de ce qui tient le rôle de l'eau ne serait pas H2O, mais serait quelque chose de bien plus compliqué. À partir de ça, que peut-on dire sur la relation entre la dénomination et la référence? Quand quelqu'un dit dio, il ne se réfère pas à la même chose au sens de la composition chimique que ce à quoi nous nous référons nous quand nous parlons d'eau, H2O. Donc voilà, je crois que ça fait déjà un moment que je parle alors que je voulais essayer d'être bref, donc je laisse la parole à d'autres. Richard, on évoquait, ou j'évoquais ces marges un peu floues où la spéculation scientifique rejoint la fiction. Ça fait partie de ton expérience, ou tu distingues soigneusement ce qui relève de la fiction, ce qui relève de la science? Alors, je vais répondre à une autre question que tu m'as pas posée, en fait. C'est un problème? Non, c'est juste pour justement rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur cet aspect science-fiction, expérience de pensée. J'aimerais juste dire 2-3 choses plus concrètes qui me sont venues en tête. Des noms de films et ce que m'ont inspiré ces films, en fait. Une expérience de pensée, tu l'as dit, ça peut être éventuellement prendre quelque chose, un phénomène physique. Je vais moi m'intéresser à la physique, c'est mon domaine, et en donner une version plus grande, plus spectaculaire, plus choquante. Par exemple, un chat à la place d'un atome. Et ça, c'est fait dans plusieurs œuvres de science-fiction. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Quand je regarde un film de science-fiction avec l'œil du physicien, en tout cas, et c'est des choses qu'on peut trouver aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu récemment le film Interstellar, par exemple, c'est exactement ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, je le reconnaissais dans ce film. Voilà. On a un phénomène qui est le suivant. Si on est dans un champ gravitationnel, les horloges marchent un tout petit peu différemment, un tout petit peu dans notre vie à nous, sur la Terre, entre la Terre et un satellite en orbite, vous avez quelque chose comme une nanoseconde toutes les secondes d'écart. Voilà. Dans Interstellar, il prend cet effet-là, il le magnifie, et il se dit, si je suis autour d'un trou noir avec un énorme champ de gravité, quand il se passe 1 heure pour moi sur la planète, c'est 7 années à l'extérieur. Voilà. Et du coup, c'est là aussi un autre intérêt de l'expérience de pensée que tu n'as pas mentionné, mais enfin ça va avec le reste. C'est c'est pas seulement d'essayer de comprendre en tant que scientifique, mais de faire comprendre aux autres et de faire savoir. Un aspect pédagogique. C'est-à-dire que moi j'ai assisté à ce film-là avec notamment des classes de lycée et de collège, et je voyais pendant le film, ou à la fin du film, les étudiants qui disaient, mais ça se peut ou pas ce truc? C'est vrai ou pas? Et on peut que leur répondre, oui. Ce film est complètement réaliste. Après, c'est une histoire d'échelle. Non, c'est réaliste. Le phénomène existe, mais il a été exacerbé. Voilà, on ne l'observe pas à ce degré-là, mais il n'y a rien qui empêche qu'effectivement il existe à ce degré-là. Et ça, on le trouve dans plusieurs œuvres, mais du coup, et ça sera ma dernière remarque, et je laisserai la parole aux autres après, c'est quand même suffisamment rare pour surprendre quand on voit ça. Ce qu'on appelle science-fiction, souvent, quand on va voir un film, on dit c'est de la science-fiction, souvent c'est pas ça, souvent c'est un scénario qui est là parce que voilà, on avait envie d'écrire ça, et puis on va chercher quelques petits arguments scientifiques pour justifier le scénario. Voilà, c'est Gravity par exemple. J'aime beaucoup Gravity, c'est très bien, mais pour moi c'est pas un film de science-fiction. Pour moi, c'est la tour infernale dans l'espace. C'est un film catastrophe qui se passe en orbite. Mais il n'y a pas un point scientifique qui est pris, développé et dont on examine les conséquences du tout. Ça reste un très bon film, encore une fois, mais voilà. Et des films où on trouve une idée en germe, voilà, qu'on laisse pousser et qu'on regarde pousser, en fait, c'est pas si courant que ça. Et moi, c'est là que je mets la définition de la science-fiction, à la fois dans les livres et dans les films. Et les films de science-fiction, finalement, on peut les compter par décennies sur les doigts d'une main, à mon avis. C'est tout pour maintenant. Sylvie, tu fais partie des auteurs à qui il arrive de parler dans leur texte de choses qui ressemblent d'une certaine façon à ce que tu fais professionnellement. On trouve des intelligences artificielles, on trouve des choses qui
qui ont une parenté claire avec, les sciences de l'information, avec l'informatique. Est-ce que pour toi il y a une solution de continuité entre les deux façons de réfléchir que tu peux avoir comme chercheur et comme auteur, ou est-ce que tu sépares soigneusement les deux, ou est-ce que tu passes de l'un à l'autre en douceur? Alors, d'abord, on a beaucoup parlé de science, mais on n'a parlé que de physique jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui me trouble à chaque fois, parce que j'ai un certain nombre de collègues, et d'une certaine manière j'en fais partie, qui considèrent... Ça marche pas? Apparemment pas. Merci. Je vais harponner quelqu'un au passage en tirant. Oui, donc j'ai un certain nombre de collègues, et j'en fais partie, qui considèrent que des choses aussi diverses que la sociologie, l'anthropologie, l'économie, l'architecture sont des sciences aussi. Et dans tous ces domaines, si on a envie de monter des expérimentations, il faut d'abord peut-être revenir à ce que c'est qu'une science. Une science, c'est un ensemble de lois et de modèles. Elles ont une caractéristique sur laquelle on est à peu près tous d'accord, en principe, c'est que les lois scientifiques sont des lois réfutables. C'est-à-dire qu'elles sont très modestes, les lois scientifiques. Elles ne proclament pas qu'elles sont la vérité, et elles ne proclament pas non plus que tu as employé l'expression un fond de réalité tout à l'heure. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, un fond de réalité. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Enfin bref. Je te rassure, les quanticiens non plus. Mais on est un peu de la même race avec les quanticiens, je pense. Donc, des expériences de pensée, on peut en monter en physique, c'est vrai, parce que on travaille avec des corps, des objets physiques auxquels on peut faire subir des expériences. Si on est un autre type de scientifique et qu'on fait de la sociologie ou de l'anthropologie, on peut élaborer aussi des lois. Elles ont le même statut, c'est-à-dire qu'elles sont falsifiables ou réfutables. On a le droit de les remettre en question. Elles ne sont vraies que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que quelqu'un en émette une plus satisfaisante que celle qu'on utilisait jusque-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas préméditer des expériences pour les valider. Si on élabore des modèles théoriques en économie ou en sociologie, vous aurez un peu de mal à trouver des populations qui sont d'accord pour se livrer à l'expérimentation que vous auriez envie de mettre en place pour voir si votre loi est juste. J'ai des petits camarades mathématiciens qui adorent pousser les lois à leurs limites et regarder ce que ça donne quand on... je pense pas qu'on arrivera à faire ça avec des populations. Il y a aussi des chercheurs en psychologie. On ne peut pas non plus se livrer à des expérimentations comme on le souhaiterait sur des êtres humains. Donc, des expériences de pensée, c'est vrai que élaborer des lois, quand on les élabore non pas à partir d'expériences matérielles, mais à partir d'éléments tels qu'une argumentation, peut-être que toutes les lois des sciences humaines et sociales relèvent plus ou moins de l'expérience de pensée. Mais il y a quelque chose... Je trouve que la science est quelque chose d'admirable et d'extrêmement modeste, puisque justement elle dit « Remettez-moi en question, je ne suis pas stable, les connaissances que je vous propose ne sont que provisoires. » À côté de ça, les scientifiques et les êtres humains en général sont des gens, malheureusement... peut-être pas aussi, enfin beaucoup plus humains que la science, disons. Et les humains, quand ils sont scientifiques comme quand ils font autre chose, ils aiment bien avoir raison. Et du coup, les scientifiques aimeraient bien que ce qu'ils disent soit la vérité. On est humain, on a tous envie de ça, et quelquefois la nature même de la science passe un peu au second plan. Mais l'expérience de pensée à laquelle on se livre quand on fait de la science-fiction, elle a au moins un aspect que je trouve extraordinaire et parfaitement réjouissant quand on est scientifique et qu'on change la nature de l'expérience de pensée qu'on fait, c'est qu'on n'essaie plus d'avoir raison. On n'essaie plus de dire la vérité, ce qu'on ne devrait jamais prétendre faire d'ailleurs, alors qu'on le fait couramment. On sait qu'on dit des trucs qui sont faux. Mais c'est quand même une vraie expérience de pensée extrêmement sérieuse, puisqu'il faut la mener avec beaucoup de rigueur et de cohérence.
Mais si elle est fausse, l'expérience de pensée, il va se passer un truc très simple assez rapidement, c'est que le lecteur, il va décrocher. Et si le lecteur décroche, l'histoire, elle est foutue, elle n'intéresse plus personne. L'auteur, comme le futur lecteur, ont besoin d'une histoire qui soit parfaitement rigoureuse, cohérente avec elle-même. Dans le cadre d'un modèle qu'on n'a pas forcément complètement théorisé et formalisé avant d'écrire l'histoire, mais il faut que l'histoire ait sa propre cohérence. Mais l'enjeu, c'est plus d'avoir raison. Et ça, je trouve ça génial. Parce que nous, scientifiques, nous passons notre temps à essayer d'avoir raison et c'est très fatigant. Et on ne devrait pas. Quand on est auteur de science-fiction, on n'essaie pas d'avoir raison. On essaie juste d'inventer un voyage, d'inventer du plaisir. Et pour ça, il faut jouer à un jeu extrêmement strict et extrêmement rigoureux qui vaut bien celui de la science, je trouve. T'en veux plus? Non, non. Non, d'autant qu'il me semble qu'on a, en guise d'introduction, on a bien posé les choses. Du coup, je suis tenté d'essayer de commencer à répondre aux questions que nous posent les organisateurs. Donc, la question était, la science-fiction est-elle toujours une expérience de pensée? Je voudrais peut-être commencer par le commencement et se demander si elle est parfois une expérience de pensée. J'ai présenté rapidement Sylvie Dony tout à l'heure. Parmi les choses que je n'ai pas dites, c'est que elle a aussi de nombreuses casquettes. C'est un écrivain également multiprimé, mais c'est aussi une éditrice, une traductrice, et en particulier, c'est toi qui il y a 20 ou 25 ans déjà maintenant, avait, dans le cadre de la revue Cyber Dreams, qui avait signé en quelque sorte un certain renouveau de la nouvelle de science-fiction francophone, avait aussi introduit en France Greg Egan, qui est l'un des écrivains de science-fiction dure, qui spécule. Sylvie trouvait qu'on parlait trop de physique, mais Greg Egan, c'est presque ce n'est pas que ça. Enfin, il joue avec des sciences dures, il joue avec des idées physiques dures, il joue avec de la biologie. Sylvie, toi qui es une très bonne connaisseuse de Greg Egan, est-ce que tu estimes que les textes de Greg Egan, ou certains textes de Greg Egan, peuvent n'être que des expériences de pensée, ou simplement peuvent être des expériences de pensée, ou est-ce qu'on reste dans la littérature, même un peu extrême, même un peu expérimentale? Et en fait, de mon point de vue, tout texte de science-fiction est une expérience de pensée. Donc j'ai beaucoup de mal à concevoir un texte de SF qui n'en soit pas une. La question d'Hugo, c'était est-ce que c'est une expérience de pensée scientifique? Alors là, je vais être hyper mal placée pour répondre parce que je suis pas qualifiée pour dire si c'est scientifique ou pas selon les canons des vrais scientifiques patentés. Mais effectivement, le choc de lire Egan au tout début, quand les premiers textes, je me rappelle avoir lu, c'est vraiment les premiers textes dans Interzone, c'était cette capacité à trouver des idées science-fictives et des situations. Je pense beaucoup en termes de situations science-fictives. Ce qui m'intéresse moi, et ce que j'aime lire aussi, et ce que j'ai trouvé dans Egan quand j'ai commencé à le lire, c'était des situations inédites. J'ai pas envie de lire des choses que je vais retrouver dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un fait. Et par exemple, un de ses premiers textes, je pense un des premiers publiés, c'était de Cutie, où un homme fait un bébé en boîte et l'élève, et normalement le bébé a une date de péremption, sauf qu'il le garde au-delà de la date de péremption. C'est un texte horrible. Vraiment, je pense que pour la plupart des gens, c'est un texte épouvantable. Et moi, pour moi, c'est une idée géniale. Mais bon. Mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que pour moi, c'est une expérience de pensée? Mais effectivement, c'est une expérience de pensée dans quel domaine pour toi? Politique, scientifique, les deux? Essentiellement psychologique et morale, oui. Greg Egan, c'est un auteur qui réfléchit aussi sur est-ce que ce qu'on fait et est-ce que des humains font ça, et si des humains font ça, c'est quel genre d'humain, et comment ça va évoluer, et ils vont faire quoi? Et c'est le genre de questions qui se posent. Moi, c'est le genre de questions qui m'intéresse.
Quand j'ai fait les grands modifiés dans la saison des singes et l'Empire de sommeil, c'était l'idée comment on fait une conscience autre, hein, qui est l'agrégation de plusieurs consciences. Ça m'intéressait, parce que ça m'intéresse de savoir comment ça marche l'esprit. Mais je suis en train de m'égarer là. Sylvie, tes textes sont aussi pour toi des expériences de pensée. Là c'est à l'auteur que je m'adresse. Oui, forcément. Oui, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. De la poésie, tu sais faire ça aussi. Ah, mais ça peut être aussi de la poésie, mais la poésie, c'est une expérience de pensée. Enfin, je me demande si, quand on dit expérience de pensée scientifique, je vais encore redire la même chose que tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire expérience de pensée visant à s'intéresser à des phénomènes physiques. Expérience de pensée scientifique, c'est une expérience de pensée acceptant la remise en question. Ce qui différencie fondamentalement la science de la religion, c'est que la science dit prouvez-moi que j'ai tort, alors que la religion dit j'ai raison. Donc une expérience de pensée scientifique, c'est une expérience où tout n'est pas joué d'avance, où on met des trucs en place et on regarde ce qui se passe avec des conditions initiales, avec des personnages qui très vite, dès qu'ils se mettent à exister, se mettent à n'en faire qu'à leur tête. Et ça, c'est assez génial quand on écrit, d'avoir des personnages qui se mettent à faire ce dont ils ont envie, eux. Et puis, je me rappelle plus quelle était la question. Oui, si je fais des expériences de pensée, oui, mais à chaque fois... Alors, à chaque fois qu'on rêve, à chaque fois qu'on imagine quelque chose, on fait une expérience de pensée. Mais quand on écrit de la science-fiction, je crois qu'on s'impose des contraintes, de la cohérence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et sinon, je suis absolument d'accord avec Sylvie, et c'est pour ça que je suis une fan absolue de Greg Egan et de Sylvie d'ailleurs. C'est que les questions qui pour moi sont les plus fascinantes à observer, à étudier grâce à la science-fiction, sont celles qui relèvent de la psychologie humaine, de qu'est-ce que c'est que la morale, est-ce qu'il y a une morale dans l'absolu ou est-ce que toute morale est relative, c'est quoi le bien et le mal, est-ce que c'est lié à la société dans laquelle ça s'exprime, est-ce qu'il y a des valeurs universelles, et comment réagissons-nous les uns et les autres quand on nous met dans telle ou telle situation étrange. C'est l'humain qui est le plus passionnant à examiner. Ça, ce sont des questions évidemment importantes, mais importantes pour l'ensemble de la littérature et même l'ensemble de l'art. Quelle est pour toi la spécificité de la science-fiction de ce point de vue-là ? On peut se permettre de placer l'humain dans des circonstances tout à fait originales et qu'il n'avait encore jamais expérimenté de par le passé. Pour moi, la littérature classique, le mainstream, est une littérature très pauvre parce qu'on n'a pas le droit de jouer ailleurs que dans des endroits qui existent ou qui ont déjà existé ou qui ressemblent à des trucs qui existent. Ça fait pas un beau terrain de jeu, c'est restreint. Nous, on a un terrain de jeu aussi immense qu'on le souhaite. Il n'est borné que par la capacité de notre imaginaire. Richard, oui, vas-y. Parce que je suis pas d'accord. En fait, je réagis sur l'aspect la littérature, l'autre, la vraie, je sais pas comment tu as dit. Mainstream, voilà, n'a pas le droit d'eux, mais il n'y a pas de police des littératures, tout le monde écrit ce qu'il veut, quoi. Et il y a des auteurs, qui se permettent des choses et qui sont à la limite de la science-fiction. Enfin, je pense à Ian Banks, par exemple, qui écrit des choses très... vous lui mettez cette étiquette d'auteur de SF, il a deux noms en fait, Ian Banks. Il a Ian Banks et Ian M. Banks, et il se permet d'écrire des choses dans des registres différents, et quand il de son vivant, il tenait à ce qu'il publiait sous le nom de Ian Banks sans le M intercalaire n'était pas de la science-fiction, c'est-à-dire c'était de la littérature. Mais il mettait là-dedans des choses qui sont pas... c'est pas Madame Bovary, quoi, et il se permettait de mettre des gens dans des situations très bizarres. Donc
Voilà, je réagis sur ce. On a le droit. Je pense qu'il y a une littérature avec des frontières extrêmement floues. Et la plus intéressante des science-fiction, plus précisément la plus intéressante des littératures pour moi, c'est celle qu'on n'arrive pas à classer et qui marche sur plusieurs genres à la fois. Si on lit un truc et qu'au bout de 2 pages on se dit c'est de la science-fiction, en général c'est que c'est raté, quoi. C'est que c'est les 2 premières pages, elles nous disent exactement ce qu'on va trouver dans tout le bouquin et souvent c'est pas intéressant. Peut-être un peu extrême, mais voilà, je retire rien. Est-ce qu'on peut pas en dire un peu autant du type de physique que tu pratiques, parce que la physique traditionnelle, c'est aussi une physique qui s'appuie sur des expériences, sur des choses relativement connues. Toi, tu joues avec des objets auxquels on n'a pas accès, sur lesquels on n'a pas de base expérimentale directe. Est-ce que tu as aussi la même liberté illimitée pour faire de la physique que celle que Sylvie revendique pour la fiction, ou est-ce que là encore il y a un moment où les spéculations iraient tellement loin qu'elles sortiraient du champ de la science? Ok. Alors je vais juste la reformuler un peu la question et tu me dis si c'est ça que tu as en tête. Moi quand je t'entends, j'entends la chose suivante. En physique normale, en gros, on peut faire des expériences, c'est-à-dire changer des paramètres et dire si je fais ceci et cela, il va se passer ça. On le fait, ça marche ou pas. C'est confortable. C'est confortable, et alors qu'effectivement, il y a des domaines dans lesquels c'est pas le cas, en particulier en astrophysique. En astrophysique, vous pouvez pas dire je prends une étoile là et je la mets là et je regarde ce qui se passe. Les étoiles, elles sont là, quoi. Et du coup, ça contredit aussi un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur la possibilité d'interroger le réel. En astrophysique et encore plus en cosmologie, on peut pas faire ça. On vit dans un univers, il est là, on le regarde et il fait bien ce qu'il veut, quoi. Donc du coup, effectivement, ça laisse aussi un peu plus de place peut-être aux spéculations. Et c'est peut-être pas un hasard si la cosmologie, c'est une des sciences probablement les plus spéculatives, disons. On peut se permettre effectivement des scientifiques se permettent des fois effectivement de proposer des théories qui vont bien au-delà de ce qu'on peut effectivement tester. Je dis pas que c'est pas moins intéressant, hein, mais du coup, effectivement, vous parliez de falsifiabilité. Est-ce que c'est falsifiable ou pas? Et ben, du coup, la cosmologie, non, quoi. Et alors, les premiers auteurs, on parlait tout à l'heure donc justement d'expériences de pensée liées à des scientifiques. Donc tu parlais du chat Schrödinger, mais il y en a plein d'autres qui ont fait des choses aussi spéculatives. Je pense à Fred Hoyle. Fred Hoyle, c'était un grand astronome, astrophysicien, qui est connu pour vraiment beaucoup de choses, notamment pour avoir en partie élucidé l'histoire de notre univers, mais c'était le partisan d'une part de ce qu'on appelle l'univers stationnaire. Il était opposant au Big Bang, c'est lui qui a inventé le mot, mais il était opposant à ça. Et il écrivait aussi de la science-fiction, ce gars-là. Il n'écrivait pas de la science-fiction pour faire passer ses idées un peu exotiques ou un peu hors normes, mais il écrivait de la science-fiction pour se représenter lui ce que c'était que cet univers. On vit dans un cosmos bizarre, qui a des lois bizarres. Il écrivait pour le représenter, le faire se représenter aux gens. Et c'est vraiment intéressant du coup à lire de ce point de vue-là. Et juste pour terminer sur cet aspect spéculatif du coup de la cosmologie, les gens qui aujourd'hui lisent de la vulgarisation sur par exemple la théorie des cordes, des choses comme ça, se rendent peut-être compte à quel point effectivement la spéculation va loin. Et c'est une richesse, hein. Ça veut dire, on arrive aujourd'hui du coup on a des théories qui sont complètement au-delà de ce qu'on peut effectivement tester, ce qui veut dire que des gens se permettent des avancées purement théoriques, intellectuelles, que permettent, peut-être que c'est complètement faux, voilà, peut-être que si on pouvait faire des expériences ça nous dirait que c'est faux, mais du coup c'est vachement intéressant de continuer quand même, parce qu'on peut pousser le truc extrêmement loin. À un point peut-être que ces sciences-là, qui peut-être s'avéreront être fausses, ces théories fausses, nous auront amené à des développements mathématiques, des développements conceptuels, peut-être des développements philosophiques aussi, qui serviront pour autre chose. Donc le fait qu'une théorie soit correcte ou pas, c'est pas forcément ça le plus intéressant. Je dis pas que ça l'est pas, hein, évidemment, mais une théorie fausse peut être extrêmement fructueuse. Un article très spéculatif dans la Physical Review est reconnu par la communauté scientifique comme de la bonne science. Est-ce que pour toi, ça peut être aussi de la bonne science-fiction? Ou de la mauvaise science-fiction d'ailleurs, mais de la science-fiction? Non, je pense pas, parce que on parle quand même de littérature, là, si on parle de science-fiction, en littérature, alors moi j'écris rien, et voilà, donc là vous allez me corriger, mais en tant que lecteur en tout cas, voilà, la littérature, on raconte des histoires, on essaye de me toucher, on essaye de faire vivre quelque chose, de faire grandir une émotion, voilà.
il y a une partie d'émotion, d'humain, comme tu le disais dans la science, mais elle n'est pas là. C'est entre les gens, c'est une communauté, c'est des gens qui se parlent et tout ça. Mais une théorie spéculative qui est acceptée dans une grande revue pour une raison ou pour une autre ne fait pas, à mon avis, de la bonne science-fiction. Non. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose de précis en tête comme ça, une théorie spéciale. Non, c'était la réponse en passant par la littérature est pertinente et claire. Je dois dire que la frontière ou la définition de la littérature, pour moi, n'est pas très claire. Et on peut trouver, je pense par exemple à Pérec, qui s'est amusé, qui pour le coup est un pur écrivain, un pur littérateur, qui s'est amusé à faire des parodies d'articles scientifiques. Donc la frontière devient un peu mince entre un article scientifique. Oui, c'est ça, le complexe tomatotopique de la soprano, je ne sais plus, oui. C'est très, très joli texte si vous avez l'occasion de le croiser, mais on est dans la littérature parce que c'est Pérec, mais sinon c'est à toutes fins utiles un article scientifique. Et du coup je me demandais si le statut de l'auteur changeait et est-ce que ça pouvait donner pour quelqu'un qui comme Sylvie a une double casquette. Je pense par exemple à des articles de Gregory Benford, qui est physicien, qui est astrophysicien et qui est écrivain de science-fiction. Quand Gregory Benford nous fait un article, par exemple, sur l'antitéléphone tachyonique, qui est une partie d'une discussion avec Robert Heinlein sur la possibilité de voyager dans le temps, et ainsi de suite, c'est dans la Physical Review. Donc ça a tous les attributs d'un article scientifique. La casquette qu'il a à ce moment-là n'est pas entièrement claire pour moi. Oui, mais écrire un article scientifique, ça n'a aucun intérêt du point de vue de la science-fiction. Donc, ce que tu dis, c'est une idée en fait, mais une idée, ça ne fait pas un livre, ça fait pas. Voilà, une idée ne fait pas un livre. L'article scientifique, c'est une forme littéraire, c'est une forme de texte. Donc, ce que Pérec parodie, c'est la forme de texte. C'est la question que je me posais effectivement. Parler de littérature, est-ce que c'est imposer une forme romanesque? Est-ce que c'est imposer une forme particulière? Ou est-ce que la littérature peut s'étendre à des choses très formelles du point de vue du cadre d'écriture ou même, pourquoi pas, à des langages très formels? Est-ce qu'on peut imaginer une poésie mathématique? Le roman moderne inclut toutes les formes. Donc c'est une des caractéristiques principales du roman moderne, c'est qu'il inclut pratiquement toutes les formes littéraires. On peut mettre tout ce qu'on veut dans un roman. Du simple récit à l'article, à la parodie d'article, à tout. Il n'y a rien qui interdit de le faire. Donc, à partir de là, on est absolument libre, me semble-t-il. Sylvie ? On est libre dans la mesure où on continue à intéresser des gens, quand même. Parce que si ça devient extrêmement ennuyeux, on pourra peut-être considérer que c'est de la littérature, mais ce sera de la littérature qui n'intéressera plus personne. Enfin, je reviens sur... pour moi, ce qui définit la littérature, c'est le plaisir qu'elle vous donne. Alors qu'on n'attend pas du plaisir d'un article scientifique. Pas nécessairement, même si parfois on peut en trouver, même si la puissance et l'originalité des idées peut être ébouriffante, c'est probablement pas le même type de plaisir. De même qu'on peut éprouver du plaisir en mangeant un cornichon ou en mangeant une glace au chocolat, c'est pas du tout le même plaisir gustatif. Je crois qu'il y a une différence qualitative entre le plaisir qu'on obtient par la forme littéraire aboutie, approfondie et plaisante à l'oreille aussi. Enfin, il y a un travail esthétique dans la littérature qu'on n'a pas dans d'autres formes de récits qui sont purement mécaniques. Ce qui est peut-être à la limite, c'est Oulipo, des choses de ce type-là. Mais... Je vais me faire un peu de l'avocat du diable, mais si, en revenant sur Egan, un livre comme Incandescence, qui est accompagné sur son site web de pages et de pages de calculs justificatifs de ses orbites, et qui doit faire plaisir, évidemment je suis un fan d'Egan aussi, et j'ai grand plaisir à lire ce genre de texte, mais il y a peut-être 50 lecteurs en France, en tout cas suffisamment peu pour que le bouquin n'ait pas été traduit et édité. Sylvie, tu as une idée plus précise des... Il y a des... Oui, d'accord. Pour Egan, il y a vraiment certains de ces textes qui dépassent ma capacité de lectrice, c'est vrai. Parce que soit conceptuellement, je n'y arrive pas, et justement Incandescence, je crois que c'est un de ceux que j'ai pas lu, et sa trilogie actuelle, j'ai lu le premier tome, et je suis en train de caler comme une malheureuse sur le deuxième.
Parce que je trouve justement que la fusion entre l'aspect purement romanesque, personnage, etc., et l'aspect théorique ne fonctionne pas pour moi. Mais bon, c'est un livre parmi d'autres. Mais je comprends qu'il y ait des gens pour qui ça ne rentre même pas dans la littérature. Moi, ça en est. Mais bon, faut s'accrocher, quoi. C'est un peu too much pour moi. En plus, je lis, surtout en anglais. Et pour que je dise ça, il faut vraiment que ce soit... Peut-être s'arrêter là et donner la parole à la salle, parce qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Roger. J'ai eu l'impression qu'on confondait peut-être, sans le vouloir, d'avoir des idées et faire des expériences de pensée. Est-ce que l'un vaut l'autre obligatoirement? Il y a avoir des idées pour écrire un texte et puis faire des expériences de pensée, soit métaphoriques, soit réelles. Est-ce que avoir des idées en science-fiction, c'est pareil qu'avoir une expérience de pensée? Il me semble que non. Qui veut répondre? Merci. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre ce que tu proposes, Roger, comme distinction, mais est-ce que par avoir des idées, tu entends avoir des idées neuves? Est-ce que tu entends avoir des idées qui ne sont pas des idées couramment admises ou couramment traitées? Avoir des idées, c'est une chose, qu'elles soient neuves ou qu'elles soient vieilles, ça n'a pas d'importance, mais la forme que prend l'expérience de pensée est quelque chose de différent. On peut avoir des tas d'idées, elles n'ont rien à voir avec le côté scientifique, par exemple. Mais avoir des expériences de pensée, soit réelles, comme en science, je présume, soit en littérature, ça existe des expériences de pensée. Elles sont connues, comme exemple au moins. Je pense à Cyrano, etc. Ça, c'est une expérience de pensée. Le chat de Schrödinger a peut-être aussi la même expérience de pensée. Mais on ne dit pas que de M. Schrödinger, il avait une idée. On dit il a conçu une expérience. Mais je suis embêtée parce que si on allait chercher un des illustrateurs qui sont à l'étage au-dessus, je suis sûre que chacun d'entre eux, dans chacun de ces tableaux, se livre à une expérience de pensée. Et Mais le problème, c'est oui, non. La question, c'est qu'est-ce que tu, est-ce que tu veux dire, avoir une idée de science-fiction ou c'est pas ça que une idée en général, une idée de texte, une idée de SF. Parce que pour moi, une idée de texte de SF, c'est une idée qui va me permettre de faire une expérience de pensée, effectivement. C'est une idée qui va me permettre de mettre des personnages dans une situation qui ne pourrait pas exister, sauf si on envisage que la science et la technique et l'usage que les gens en font permettent cette situation. C'est la théorie de Sturgeon. Si vous enlevez l'élément scientifique à cette histoire et qu'il n'y a plus d'histoire, c'est que c'est de la SF, pour moi. Après, vous pouvez toujours pas être d'accord. Mais si l'histoire peut arriver de la même façon, alors que vous avez enlevé tout ce qui est spéculation basée sur l'évolution technologique, c'est pas de la science-fiction. Donc, l'idée de science-fiction, pour moi, elle doit permettre de faire une espèce d'expérience sur des gens qui n'existent pas, de situations qui n'existent pas dans la société, dans le monde tel qu'on le connaît, nous, tous les jours, mais qui pourra exister peut-être. Si je dis il y a des martiens derrière la porte,
Oui. Oui. Ça... Non, ça devient une expérience de pensée s'il rentre et qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer entre nous et les Martiens. L'idée, c'est le point de départ. L'idée, c'est le point de départ. Oui, voilà. Un processus qu'il faut développer et construire. Voilà. Et qui amène à éventuellement écrire une histoire. C'est ça une situation. Oui, non, c'est vrai que l'expression, ça génère une petite ambiguïté. D'abord, on retient que le dernier mot, c'est-à-dire penser. Et en fait, le mot important, c'est expérience. C'est comme une expérience de labo, mais imaginaire. Et donc, bon, c'est vrai que maintenant, moi, récemment, l'expérience de pensée que j'ai faite, c'est en voyant que je n'avais pas vu le film, justement, vous êtes Sciences de l'information, AI. L'expérience de peut-on aimer un enfant robot? Voilà, dans le futur, voilà, c'est une hypothèse. La démographie est telle que pas plus d'un enfant par couple. Et donc, ils se disent, tiens, intelligence artificielle, on sait désormais faire un humanoïde vraiment avec la réaction et qui va apprendre en interactivité avec les parents. Et c'est ça l'hypothèse. Et c'est vrai que du coup... ouais, là, on se dit, ouais, c'est une vraie expérience de pensée, même métaphysique, quoi, au-delà des éléments vraiment au jour le jour, comment la famille s'organise alors qu'elle a déjà un jeune enfant. Et je voulais donc vous citer, vos coups de cœur, ou coups de cérébral, d'expériences de pensée préférées que vous avez réalisées ces 10 dernières années, au cinéma, en littérature, partout. Richard? Alors, une en cinéma et une en littérature. Mais cinéma, j'ai déjà dit. Il faut que j'en trouve un autre. Non, bah, Interstellar. Hein. Enfin, voilà. Bon, ça, voilà. Et en littérature, le bouquin Light de John Harrison, qui a été traduit de façon immonde en français par L'ombre du Schrander, qui veut rien dire, mais voilà, Light en anglais. Et c'était une expérience de pensée dans le sens où vous l'avez dit maintenant, dans le sens où ça nous parle, désolé, de physique un petit peu, mais sans le dire, ça parle de mécanique quantique et du phénomène d'intrication. Et tout le livre est basé sur des réalités qui se pénètrent. Ça, d'autres l'ont fait, comme Dick, etc. Mais lui, il le fait sans le dire, jamais, jamais. Il met juste de temps en temps un chat noir, un chat blanc. Il nous met quelques mots-clés que les gens qui ont lu de la physique comprennent. Donc c'est un petit peu cryptique, du coup, pour ceux qui n'en font pas. Donc désolé, mais c'est mon coup de cœur à moi. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. D'autres suggestions? Lisez Greg Egan. Peut-être une toute dernière question rapide. Il y avait des mains levées tout à l'heure. Bonjour. Justement, dans Interstellar, on a vu que une pensée scientifique, une expérience scientifique, la notion d'espace-temps a permis d'introduire un élément narratif dans une œuvre de science-fiction. Est-ce que vous avez un exemple justement d'une œuvre de science-fiction, tout support confondu, qui a permis justement de certifier finalement une pensée, une expérience scientifique? Vraiment un auteur qui est en dehors de toute science, qui a élaboré une hypothèse dans un de ses livres ou dans un de ses films, qui a été prouvée par la suite par la science, ou qui a permis à un chercheur de se dire « Ah, ça m'inspire ça, je vais bosser là-dessus ». Kant, les galaxies. Vous voulez que j'élabore? Non, Kant a imaginé pour des raisons philosophiques que l'univers pouvait être fait de ce qu'il appelait des univers-îles, enfin c'est pas lui qui donnait ce nom-là, mais des univers-îles, que notre ensemble d'étoiles à nous pouvait éventuellement être dupliqué à une époque où il n'y avait aucune raison de penser ça. La notion de galaxie, c'est les années 1920, 1925, un truc comme ça, voilà. Donc, il me semble qu'il y a dans la Science Fiction Encyclopedia, dont je suis désolée, c'est en anglais, un article qui s'appelle Fiction into Science ou quelque chose comme ça, qui fait une liste de ce genre de choses. Ça doit être trouvable avec votre moteur habituel. Okay. Bon, moi je vais remercier nos panélistes, vous remercier tous d'être venus, et puis vous donner rendez-vous dans quelques minutes. Donc 14h demain, il y a une conférence. Non, il y a plein de trucs demain. Non. Demain, il y a plein de trucs super, mais à 14h, il y a une conférence sur l'apesanteur dans les films de science-fiction. Ça va être de la méga balle. Je vous dis pas qui c'est qui va le faire, mais ça va être de la méga balle.
Et donc, dans quelques minutes, de l'autre côté de la rue, vous avez à la BU le vernissage de l'exposition de Gilles Francescano.